Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. On va parler cette fois-ci de l'affaire Fillon. En effet, la Cour de cassation a confirmé ce 24 avril 2024 la décision de la Cour d'appel pour la culpabilité de François Fillon, de son épouse, de son suppléant. En revanche, elle casse cette décision sur les questions des peines prononcées et des dommages intérêts versés. Et au-delà de ce cas particulier, que je n'ai pas anonymisé parce que derrière le X député de la Sarthe, tout le monde sait très bien de qui il s'agit, on a quelques enseignements et deux, trois petites choses intéressantes pour le monde public dans cette affaire. Était-il légal de recruter quelqu'un de sa famille au titre d'un emploi public ? Bon, à la base, il était déjà illégal et condamnable pénalement au titre de l'article 412 Code pénal, prise égale intérêt, de recruter quelqu'un de sa famille dans le monde public, sauf dans certains cas à s'organiser pour ne plus être celui qui prend la décision et encore avec moult prudence. C'est pas nouveau, la Cour de cassation l'avait dit dans un arrêt Tepa Terratira très important de 98 et il y a eu plein de décisions depuis, en voici plusieurs qui s'affichent à l'écran. Oui, mais les autres parlementaires étaient sur ce point dans une autre situation, non ? Oui, tout à fait, parce qu'on pouvait se débattre du point de savoir s'il ne sortait pas du cadre de ce raisonnement. Ceci dit, le juge pénal avait déjà dit que pour les personnels de cabinet dans les collectivités, on était dans la même situation. Ça ressemble un peu. On pouvait discuter du point de savoir si un député ou un sénateur est une autorité publique dans ce cadre-là. Enfin, a priori, ils le sont. Donc, ça pouvait se débattre. Mais enfin, encore fallait-il que le conjoint ou le membre de la famille ou de la parlementaire en question travaille effectivement. Or, ça n'était pas le cas, ou pas très majoritairement le cas, de l'épouse du député de la Sarthe, qui était François Fillon, qui fut par ailleurs, comme vous le savez, ministre, Premier ministre et candidat à l'élection présidentielle. C'est d'ailleurs sans doute pour ça que les poursuites ne se sont pas fondées sur l'article 432 du Code pénal, sur la prise égale intérêt, mais sur le détournement de fonds publics, l'abus de biens sociaux et leur recel. D'ailleurs, quand il y a eu des emplois, entre guillemets, dits fictifs ou des emplois de cabinet, qui en réalité est occupé par des personnes non de cabinet, c'est également pour le détournement de fonds publics que les personnes ont été condamnées. Et quelle fut alors la procédure judiciaire ? Le tribunal correctionnel, puis la cour d'appel ont condamné le député, son épouse et le suppléant pour, donc, détournement de fonds publics par une personne chargée de mission de service public et complicité de cette infraction. Éventuellement, on verra tout à l'heure qu'il y a aussi un petit peu d'abus de biens sociaux, ABS et recel. Au total, François Fillon avait été condamné pour détournement de fonds publics, complicité d'abus de biens sociaux, recel, à 4 ans d'emprisonnement, dont 3 avec sursis, 375 000 euros d'amende et 10 ans d'inéligibilité. Son suppléant, 3 ans d'emprisonnement avec sursis, 5 ans d'inéligibilité. Et son épouse, 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 375 000 euros d'amende, 2 ans d'inéligibilité. Oui, mais le Conseil constitutionnel n'est-il pas intervenu ? Oui, tout à fait. En fait, le débat était le suivant. Des nullités de procédure avaient été soulevées pour inconstitutionnalité possible de l'article 385 du Code de procédure pénale qui, je vous ai mis plus de détails à l'écran, ne permettait pas, au-delà d'un certain moment, de soulever des nullités de procédure. Une fois qu'on avait la clôture de l'instruction, aucune dérogation au principe de la purge des nullités n'était prévue pour des nullités dont on n'avait pas connaissance au moment de la clôture. Or, c'était soulevé avec brio par l'avocat au conseil qui est Maître Briard, et cet avocat avait dit on a appris que le parquet national financier avait été un petit peu poussé à se dépêcher, aller promptement dans cette affaire, seulement après coup. Bon, la Conseil constitutionnel a censuré ce point en estimant qu'il effectivement était contraire à la Constitution, article 16 de la Déclaration des droits de l'homme, droit au recours juridictionnel effectif, droit à la défense. On doit pouvoir soulever des nullités de procédure. Il n'y a pas de purge des nullités, on doit pouvoir soulever des nullités de procédure en gros à tout moment. Très bien. D'où un retour vers le juge judiciaire, mais avec la possibilité de faire état sur ce point. Oui, le Conseil constitutionnel avait accepté qu'on puisse soulever cette exception d'inconstitutionnalité d'une partie de l'article 385 du Code de procédure pénale, à condition que, réellement, la personne qui le soulève et dont l'affaire est en cours quand il y a eu la décision du Conseil constitutionnel, à la condition qu'il y ait eu, effectivement, qu'il était impossible d'avoir connaissance d'une éventuelle irrégularité dans la procédure d'instruction alors que l'instruction était en cours, et que le juge correctionnel oppose ce mécanisme à la demande d'annulation. Ce qui était le cas. Donc François Fillon a demandé à la Cour de cassation de tirer les conséquences de cette décision du Conseil constitutionnel et d'annuler la décision de la Cour d'appel.
Et la Cour de cassation, le 24 avril donc 2024, a validé en fait le rejet par la Cour d'appel de cette demande d'annulation. Pourquoi ? Effectivement, il n'était pas normal que Françoise Fillon n'ait pas eu la possibilité de soulever ce point. Sauf que la Cour d'appel relève la Cour de cassation avait bien regardé ce point. Et en clair, l'infraction était constituée. C'est-à-dire que malgré cette demande, la Cour d'appel avait bien vérifié si l'infraction était constituée ou pas. Si ça viciait ces éléments d'éventuel empressement qui avaient été évoqués en réalité, du Parquet national financier avait changé quelque chose au dossier, et la réponse est non du point de vue de l'infraction pénale. Du point de vue de l'infraction pénale, pas du point de vue de l'élection présidentielle. Donc le droit du député à ce que sa demande d'annulation soit examinée a bien été respecté en l'espèce, selon la Cour de cassation. Donc François Fillon, son épouse et son suppléant sont définitivement jugés coupables. Oui, la Cour de cassation valide la décision de la Cour d'appel prononçant sa culpabilité. Elle juge qu'on a beau soulever la séparation des pouvoirs, ça n'interdit pas de vérifier si un contrat de travail entre un parlementaire et ses collaborateurs a réellement été exécuté ou s'il y a eu ce qu'on appelle vulgairement emploi fictif, une absence de travail fait, s'agissant d'un contrat de droit privé. Le député, son épouse et le suppléant sont donc définitivement condamnés. Pour ce qui est de la condamnation, c'est définitif pour différentes infractions, mais ils ont en commun d'avoir eu le détournement de fonds publics par une personne chargée de mission de service public et ou la complicité de cette infraction. Avec quelle peine ? C'est un des deux points nouveaux de la décision de la Cour de cassation, c'est que la Cour d'appel avait condamné François Fillon à 4 ans d'emprisonnement, dont 3 avec sursis, ce qui laissait un ferme. Alors quand on est sur 1 an ferme, en réalité c'est du bracelet. Bon, donc on n'est pas sur un vrai emprisonnement. Mais il n'en demeure pas moins que juridiquement c'est du ferme, et que s'il y a du ferme, eh bien le juge pénal doit justifier pourquoi il fait du ferme en se fondant sur la gravité de l'infraction, la personnalité de l'auteur, l'existence ou non de sanctions alternatives adéquates. Et selon la Cour de cassation, la Cour d'appel ne l'avait pas fait. Dès lors, faute pour la Cour d'appel de s'être justifiée sur ce point, la Cour de cassation censure l'arrêt de la Cour d'appel qui va devoir rejuger François Fillon, non pas sur la culpabilité qui est la sienne, celle-ci est définitive, mais sur le quantum, comme on dit, de la peine. En revanche, la Cour de cassation confirme les peines prononcées à l'égard de l'épouse et du suppléant, elles sont définitives. C'est ainsi. Et côté indemnisation ? C'est sans doute le plus intéressant. La Cour de cassation reconnaît que le juge judiciaire avait pu condamner un député à verser à l'Assemblée nationale la part civile, c'est-à-dire l'indemnisation pour les sommes reçues et qui en fait était une rémunération et non pas la rémunération d'un travail fait par un assistant parlementaire ou du secrétariat, et c'est ce qui fondait le détournement. Précisons d'ailleurs que, selon moi, l'Assemblée nationale eût pu envisager quand même d'émettre un titre de recette pour les sommes versées indûment, ce qui eût conduit à un contentieux administratif peut-être un peu différent, plutôt que le régler ceci par la constitution de partie civile. Mais bon, en même temps, la constitution de partie civile avait d'autres avantages. Passons. En tout cas, la presse parle de 800 000 € en tout de sommes perçues indûment. La Cour d'appel, quant à elle, avait condamné l'ancien Premier ministre à rembourser 679 989,32 €. Et la Cour de cassation casse là aussi, en disant en gros, le travail n'était pas exécuté, mais l'intégralité des salaires versés, c'est peut-être excessif, parce que les rémunérations versées ont été disproportionnées au regard du travail fourni, mais il y a eu un peu de travail fourni, pas en tant qu'assistant, mais vous vous souvenez que la ligne de défense était que il y avait une aide un peu domicile, accompagner son époux, le remplacer sur certaines présences publiques et des choses comme ceci, et que du coup ça conduit à sans doute à ce qu'une partie de ces sommes puisse rétrospectivement être considérée comme ayant correspondu à un travail effectué. Voilà. Donc la Cour d'appel va devoir rejuger, non pas sur la culpabilité, mais sur la nature des peines à prononcer contre le député et le montant des dommages à intérêt qui seront donc pas intégraux, une partie du travail de Pénélope Fillon ayant peut-être été quelque chose d'assimilable à du travail. Et quelles sont les règles désormais pour les assistants parlementaires et les personnels de cabinet des élus ? Nous étions sur des faits antérieurs à 2017. Or, 2 lois, une loi organique et une loi ordinaire, ont été adoptées le 15 septembre 2017, avec des règles très sévères pour les collaborateurs de cabinet des membres de gouvernement et les collaborateurs parlementaires. Là-dessus, voir les articles 11 à 19 de la loi ordinaire, la 2017-1339, du 15 septembre 2017. Bon, il reste quelques petites ficelles de recrutement croisé.
Et dans le cas des collectivités territoriales, voilà 2 tableaux que j'avais fait à l'époque, que je vous remets à l'écran. Un, c'est l'interdiction de certaines situations et d'autres cas où le recrutement est possible, mais de donner une déclaration spécifique. Voici ces tableaux qui s'affichent, voir mes articles et autres sur ce point si vous voulez en savoir plus. Où trouver le texte de cette nouvelle décision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation? Oh bah c'est simple, le voici. Cassation, casse-crime, 24 avril 2024. Le numéro de requête, c'est le 22 83 466 et voici ici les références. C'est également sur le chiffrant, sur le site de la Cour de cassation. C'est une décision importante qui sera évidemment publiée. Voilà, merci, à bientôt pour d'autres vidéos qui viennent d'associer. Pensez à vous abonner, c'est par là. À bientôt, au revoir.